Alors bonjour à tous, merci Madame Thur donc cette invitation. Et en fait donc je suis médecin conseiller régional à la direction régionale jeunesse et sport et de la cohésion sociale de la région Centre-Val de Loire, c'est-à-dire que je suis donc agent de l'État, donc c'est l'État que vous avez invité et qui est ravi de vous accompagner dans ce colloque, en charge donc du sport santé, c'est-à-dire que donc je suis au ministère des Sports. Voilà donc, merci Vianney, on ne pouvait pas faire mieux pour avoir porté l'activité physique et, au niveau de l'intérêt que tu l'as fait. Et effectivement, il s'est avéré que on avait donc le plan nutrition santé qui pendant des années nous a rappelé qu'il fallait manger 5 fruits et légumes. C'est-à-dire qu'en fait le plan national sport nutrition santé avait pour but donc de développer l'alimentation, d'expliquer les besoins alimentaires et la nécessité alimentaire. Mais la nutrition, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi l'activité physique. Et on s'est aperçu qu'il y avait un manque terrible donc d'explications sur la nécessité de l'activité physique. Alors, moi je vais vous retracer tout ça dans la santé publique. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la santé publique, donc avec son champ de la prévention, se développe à grands pas, même si on a beaucoup de retard par rapport à certains pays. Pour vous dire que d'abord, la santé, c'est un bien-être physique, mental et social, donc c'est la définition de... Retenez bien le terme de social, parce qu'en fait, il est primordial, il ne c'est pas simplement l'absence donc de maladie. Sa définition, c'est une discipline qui s'intéresse aux déterminants de santé. Alors, Madame présidente du CIS, donc l'a bien précisé aussi, on n'est pas sur du soin simplement, on s'intéresse à tout ce qui fait l'environnement, le travail, la vie en général, tout ce qui sont les éléments donc qui interviennent dans la vie. Donc les déterminants de santé de la population, mais aussi non seulement on détecte les déterminants, on essaye de les expliquer, voir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais on essaye d'avoir des actions en vue de les améliorer, pour améliorer l'état de santé de la population. Donc la prévention, elle se décrit en 3 thèmes. Alors c'est un petit peu passéiste comme définition, puisqu'aujourd'hui on parle plus de prévention universelle, ciblée et autres, mais donc aujourd'hui on reste là-dessus pour dire que en prévention primaire, l'idée c'est d'agir avant l'apparition des maladies. On va éviter leur apparition. Donc on a entendu tout à l'heure que le diabète et l'activité physique, c'était 2 choses qui n'étaient pas inintéressantes, et on sait aujourd'hui que l'activité physique peut éviter l'apparition ou retarder l'apparition de diabète. La secondaire, c'est-à-dire c'est au début de la maladie, c'est-à-dire qu'au moment où la maladie est déclarée, c'est par exemple on trouve un polype du côlon, il est un petit peu cancérisé, on enlève le polype, il n'y a pas de ganglion autour, donc voilà, on va donner les consignes pour éviter d'en avoir un autre. Donc on est dans le secondaire. Et puis le tertiaire, c'est-à-dire que malheureusement l'installation d'une maladie, et on évitera la complication de la maladie, ses récidives. Et l'apparition aussi donc de maladies, de comorbidité. Alors, moi, on m'a demandé de parler donc d'activité physique et senior. Alors donc, on fait face à ce qu'on appelle au vieillissement donc de la personne, et c'est un processus lent. On l'a déjà dit, on espère le plus lent possible, mais inéducable. Inéducable. C'est-à-dire que de toute manière, il y a une fin donc dans nos vies, et effectivement, la vieillesse peut être considérée comme réussie. Si la personne reste autonome. On l'a entendu tout à l'heure, Lucie aurait bénéficié d'un certain nombre donc, de conseils avant donc d'être victime de malveillance, du corps médical, on peut le dire comme ça, puisque c'était assez marqué dans le propos de Vianney. Dans les actes de la vie quotidienne, et l'espérance de vie sans incapacité, ça a déjà été dit, répond à un enjeu de bien-être où le vieillissement n'entraîne pas de limitation d'activité ou d'incapacité majeure. L'activité physique est importante, très importante, afin de prévenir l'émergence précoce d'une perte d'autonomie. Alors, peut-être que mes chiffres sont à confronter avec ceux des gériatres, parce que moi, c'est sur une population à partir de 65 ans. Alors, on parle de seniors en termes de santé publique à partir de 60 ans, mais on parle donc d'action vis-à-vis de l'activité des gériatres, je crois que c'est plutôt de 75, à peu près, bon. Mais de toute manière, on peut très bien avoir des gens moins âgés et marqués
par un vieillissement plus précoce, comme on peut avoir des gens plus âgés et donnant l'impression d'être plus jeunes. Le vocable de personnes âgées concerne les personnes de plus de 70 ans, mais là aussi, j'espère qu'on repoussera cet âge pour dire qu'en fait, eh bien, on est âgé à 80 ans ou à 90 ans. À nous donc de relever le défi. Alors regardez ça. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est l'ORS, l'Observatoire régional de santé, qui présente ce qu'on appelle donc la pyramide des âges. Et regardez, c'est au 1er janvier 2015. Donc c'est vraiment tout récent. Vous savez que le temps d'analyser les statistiques. Et regardez à quel point... Alors, oula, je cherchais le... Bon, je ne vais peut-être pas... Voilà. Regardez ici ce qui se passe. 65-69, et regardez ce tronc. Alors non, on a les hommes, on a les femmes, on a la courbe de la région centre, puisque c'était la région qui nous intéressait, et regardez donc la courbe en France. Eh bien, donc, il y a plus, donc, ici, donc, de personnes de 65 à 69 ans, et de l'autre côté, donc, les hommes seraient à peu près à l'identique de la France, mais regardez ce tronc qui arrive, ce rectangle qui monte. Ça veut dire que pendant au moins 20 ans, il va y avoir un nombre considérable de personnes qui vont vieillir. Et là, c'est un challenge considérable pour une région comme la nôtre. C'est-à-dire qu'il va falloir faire face à la montée, donc ce qu'on appelle le papy-boom, ou le mammy-boom, comme on veut. Alors donc, il y avait, en santé publique, depuis l'ANSES a un petit peu redéfini ce qu'on appelle des niveaux de segmentation. On va dire qu'en fait, c'est un petit peu secondaire, mais c'est pour vous dire que on mettait les personnes âgées de plus de 60, 80 et plus de 80. C'est pour vous dire que les approches divergent un petit peu par rapport à ces âges. Et il existe, comme je le disais, une forte variabilité individuelle entre 65 et 70. Il y avait des niveaux transversaux, donc il y en avait 3, dont l'un, c'est les personnes déclarant une limitation d'activité, c'est-à-dire c'est un petit peu l'approche qu'on avait pour le handicap. Alors ça ne modifie pas, bien sûr, les effets de la loi de 2005, mais la fréquence de ces limitations fonctionnelles d'activité augmente avec l'âge de 20% des hommes et des femmes. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui s'accentue, et cette limitation d'activité, ça peut être la fracture, la chute de Madame Lucie. L'IMC, donc deuxième élément donc qui était pris en compte pour ces populations, c'était une IMC, l'indice de masse corporelle entre 25 et 30. C'est un niveau qui paraît pertinent du fait de l'importance croissante du surpoids. Donc on estime que cette population, qui est entre 25 et 30, réalise donc une segmentation de la population. Et les freins et les motivations sont liés à la pratique et la sédentarité et les seniors, donc la sédentarité. Alors, tout à l'heure, ça a été dit un petit peu en filigrane, donc dans le propos de Vianney, c'est de dire que la sédentarité était un problème pour les personnes âgées. Alors, la sédentarité n'épargne pas les personnes âgées. Pas plus que les jeunes, mais les vieux, mais ils seraient peut-être moins exposés que les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a chez les personnes de plus de 60 ans l'envie de maintenir une activité qui existait souvent, un peu en milieu rural, le jardin, le bricolage, et donc le fait d'avoir ces activités qui perdurent après la retraite d'une certaine manière, donc donner moins d'importance à la sédentarité, mais la sédentarité est une situation tragique pour la population française. Alors c'est quoi être sédentaire? Sédentarité vient du latin sedere, être assis. Malheureusement, c'est ce que vous êtes, et vous êtes en train de creuser un problème de santé, puisque je devrais vous dire qu'au bout d'une heure, faut bouger, faut se lever, faut pendant 5 minutes se rasseoir, et toutes les heures vous le faites. Donc on le fera tout à l'heure, si vous voulez, mais donc on verra si notre invité, notre hôte, nous l'autorise. Donc quelques données, l'activité physique donc élevée pour 43% des hommes et 39% des femmes, modérée 28% des hommes, 32% pour les femmes, activité limite 27% pour les hommes et activité pour les femmes de 28%. Et donc on appelle les activités physiques, c'est pas seulement l'activité sportive, mais c'est aussi les activités occupationnelles, le travail, la domestique et les déplacements et les loisirs. Alors,
Par rapport aux personnes de plus de 65 ans, on parle, les chiffres disent que les hommes sont en moyenne à 3h45 de sédentarité et les femmes 3h02. Donc vous voyez que vous êtes plus actives que ces messieurs, c'est pour ça que vous vivez peut-être un peu plus longtemps. Les personnes âgées de 55 à 74 ans passent plus de temps devant la télévision que les sujets jeunes. Je pense que c'est un effet donc de civilisation. On a connu la télévision, donc on la privilégie plus que les jeunes. Mais les jeunes, ils sont plutôt sur les consoles, ils sont plutôt sur les jeux vidéo. Alors la prévention primaire, en ce qui concerne les seniors de plus de 55 ans, donc en bonne santé, c'est pour prévenir et promouvoir les comportements favorables à la santé. On l'a entendu tout à l'heure. Les seniors présymptomatiques pour modifier les facteurs de risque à l'origine de la survenue de la fragilité, agir sur les facteurs de risque. Donc on a entendu le plaidoyer fait par Vianney à propos de notre Lucie. Et pour le tertiaire, c'est les sujets préfragiles, on retrouve à peu près les mêmes approches, qui est donc pour gérer les facteurs de risque et les conséquences de la diminution de capacité, agir sur les facteurs de fragilisation. Vous voyez qu'on ne se contredit pas avec les gériatres, puisque moi j'ai le versant plutôt médecine du sport. Et au niveau des seniors fragiles, pour gérer les conséquences de la fragilité et rechercher à améliorer la qualité de vie, agir sur les effets néfastes de la fragilité pour limiter ces issues défavorables, telles que l'on l'a présenté tout à l'heure. Alors l'activité physique, qu'est-ce que c'est? L'activité physique, je crois que pour ceux qui sont pratiquants de sport, donc comprendront vite qu'en fait c'est toute activité de mouvement. C'est le mouvement corporel qui produit par sa contraction des muscles squelettiques, entraînant une augmentation de dépenses énergétiques. C'est-à-dire que quand vous êtes assis, quand vous êtes couché, vous n'avez pas de dépenses énergétiques, mais dès que vous bougez, vous avez une dépense énergétique, donc vous êtes en activité. Moi, si je fais ça, je suis en activité, donc même étant debout. Donc, dépenses énergétiques de repos, les activités professionnelles, la vie courante, de loisirs, les déplacements, et pour ma paroisse, donc le sport. L'activité physique se définit par sa nature, son intensité, sa durée, sa fréquence et son contexte de pratique. Et vous allez voir tout à l'heure, puisque Madame Thur m'a invité pour parler de la prescription de l'activité physique, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'en fait le décret de loi n'est pas sorti, alors que la loi a été sortie. Et donc du coup, je me suis un petit peu trouvé en porte-à-faux, mais je vous livrerai en primeur régionale quelques informations sur ces décrets, puisque je les ai obtenus, c'était d'hier, donc je pourrai vous en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, quels sont les bienfaits de l'activité physique? Prenons le sujet, donc, dans sa globalité et en termes de santé publique. Eh bien, la pratique régulière d'activité physique, donc on a dit que ça pouvait comprendre le sport, mais aussi le jardinage, le bricolage, la promenade, tout ce qu'on peut imaginer comme mouvement, a des effets positifs, quel que soit l'âge. Alors ça, retenez bien, quel que soit l'âge et le niveau de pratique. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, il vaut mieux en faire un peu que pas du tout, et ce que vous ferez, ça sera toujours mieux que rien du tout. On est clair. N'empêche qu'on va vous proposer quand même un objectif qui s'appelle les recommandations. L'activité physique empêche l'apparition de maladies, préserve et améliore l'état de santé des personnes malades. Alors là, ça préserve, ça améliore l'état de santé des malades. Et là, c'est quelque chose qui fait appel à une thérapeutique. On dit que l'activité physique, c'est une thérapeutique non médicamenteuse. La pratique d'activité physique permet de décaler de 6 ans, alors on l'a vu dans le cas de Lucie, l'entrée dans la perte d'autonomie. C'est énorme, 6 ans. Ça veut dire qu'en fait, cette période-là est une période faste, de qualité de vie. La pratique régulière retarde ou ralentit certains processus de vieillissement. Entre autres, la sarcopénie, par exemple, qui est la diminution donc, de la qualité du muscle, qui disparaît au fil des années. L'activité physique est potentiellement porteuse de bénéfices sur le plan physique. On le sait donc au niveau, par exemple, des os, on le sait au niveau des muscles, au niveau des artères, mais aussi psychologique et social. Et tout à l'heure, on a bien dit que la santé passait aussi par le social. Quel que soit l'âge de reprise de l'activité. C'est pour ça que donc on voit se multiplier l'idée de participer à des activités sportives et physiques et sportives pour les personnes au-delà de 60 ans. L'activité physique adaptée, alors là donc j'insiste beaucoup sur ce terme, il ne s'agit pas d'une activité physique telle qu'on le voit aux Jeux Olympiques, il s'agit d'une activité physique
adapté, dont on précisera un petit peu les éléments tout à l'heure, qui accroît les capacités des personnes, quel que soit l'âge et le niveau initial d'activité. C'est un travail en endurance. Vous savez qu'il y a deux types de travaux. Il y a le travail donc en résistance, c'est-à-dire qu'on contracte, et puis le travail en endurance qui est plutôt dans le temps, qui permet donc de diminuer la masse grasse et freine la perte osseuse. Nous pensons bien sûr à la ménopause. Toute femme ménopausée sait qu'elle est donc candidate à de l'ostéoporose plus ou moins forte, et que l'activité physique, surtout les mouvements qui ont des chocs au sol, la marche nordique, l'ensemble donc des mouvements qui font des mouvements qui est des appuis au sol, donc favorise donc la construction osseuse. L'activité physique de force permet de contrecarrer la diminution de force de la puissance musculaire. C'est effectivement, plus on a du mouvement, plus on travaille ses muscles, moins on risque donc d'évoluer vers la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution de la force et de la puissance. C'est les deux phénomènes donc qui définissent la sarcopénie en termes de physiologie du sport. Et les exercices d'équilibre réduisent les chutes. On parle de 12 000 décès par an dus aux chutes. Alors, on rajoutera un petit S à chute, puisque je vois que il me saute aux yeux, là. Et la qualité, donc, d'activité tend à diminuer graduellement à partir de 55 ans, c'est-à-dire que, inexorablement, on a tendance un petit peu à réduire son activité à partir de 55 ans. Je crois que c'est le moment de se dire, non, on va faire l'inverse et on va compenser. Donc, l'activité physique a des bienfaits en maintien, donc, de la force musculaire, ralentit la perte osseuse, on l'a dit tout à l'heure, diminue le risque de chute, l'entretien, voire l'accroissement des performances cognitives, on l'a entendu aussi tout à l'heure, prévention des maladies neurocognitives comme le Parkinson. D'ailleurs, j'ai entendu à Blois le professeur Hueto, je crois qu'il s'appelait, qui est intervenu en disant « On a beaucoup de médicaments pour la maladie de Parkinson, on en a beaucoup, mais il y en a un qui paraît un peu dit nouveau, on n'a pas bien compris pourquoi, c'est l'activité physique. » Et donc, dans la salle, il y en a qui se sont levés, on voyait bien la différence des différents Parkinsoniens. Et ceux qui faisaient de l'activité physique, ils étaient victimes de la maladie, mais ils étaient beaucoup plus autonomes, beaucoup plus éclairés dans leurs mouvements. Ils se sentaient beaucoup plus animés. Donc, c'est un élément primordial, l'activité physique. Et on arrive à découvrir pourquoi la mitochondrie, qui est un élément majeur de la cellule, est améliorée, ses fonctions sont améliorées par l'activité physique. Aujourd'hui, je suis moins précis que l'a été mon collègue gériatre sur les effets, parce que c'était pas trop l'idée que je voulais développer avec vous, mais on est beaucoup plus clair maintenant sur les mécanismes physiologiques de l'activité physique. La diminution de l'anxiété, de la dépression et des troubles du sommeil, la qualité du sommeil est améliorée par l'activité physique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les objets connectés, souvent, vous proposent donc une quantification d'activité physique et vous dit quelle est la qualité de votre sommeil. Donc, vous voyez que c'est bien lié, les deux sont bien liés. Ça lutte contre l'isolement. On l'a dit, le côté social nous est prioritaire aussi. On ne conçoit pas des actions isolées, renforce l'estime de soi, qui a fait une activité en groupe sans une forme donc de reconnaissance, l'état de bien-être psychologique, réduction du risque de mortalité et préservation de l'autonomie du sujet. Là, c'est des choses qui sont déjà été exprimées. Alors, la sédentarité ou l'inactivité majeure, s'il vous plaît, retenez ça. Si on doit se séparer ce soir sur une idée, c'est celle-là. Ne soyez pas sédentaire. La sédentarité tue, et elle tue lourdement dans notre pays. Ça veut dire que plus de 7 heures assis, pour vous, mais pour vos proches, surtout pour les enfants, contribue à l'apparition de cancers, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Il y a un phénomène de dénaturation de la circulation, des vaisseaux, de la qualité du mouvement des cellules qui est lié au fait de ne pas bouger. La sédentarité pourrait favoriser la déminéralisation osseuse, accroître le risque de fracture ostéoporotique, bien sûr, puisque si on est déminéralisé, plus on est déminéralisé, plus on est fragile, et accélérer le déclin cognitif. Alors là, je voudrais que vous fassiez bien la nuance entre être sédentaire et les bienfaits de l'activité physique. Parce que j'essaye de vous démontrer la chose suivante, c'est que la sédentarité a ses propres effets, et l'activité a ses propres bénéfices. Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Et je donne toujours l'exemple de sportifs de haut niveau qui peuvent être sédentaires et être victimes des effets de la sédentarité. Alors je ne sais pas si je suis clair, mais c'est bien à dissocier. Vous pouvez faire une activité excessive pendant 1 heure par semaine, ça ne vous empêchera pas d'avoir les effets de la sédentarité. En France, moins de la moitié de la population adulte atteint un niveau d'activité physique entraînant des bienfaits. 3 effets majeurs de l'activité physique, réduction des effets de la sédentarité et de l'inactivité, mais n'efface pas, j'ai bien marqué réduction, mais n'efface pas les effets délétères de la sédentarité. Préservation de l'autonomie, réduction des comorbidités. C'est pour ça que la Haute Autorité de Santé a déclaré que l'activité physique était une thérapeutique non médicamenteuse validée. Alors on y va pour le médicament. Donc 2 objectifs. On vous demande de réduire le temps passé aux activités sédentaires, c'est-à-dire la télévision pour les personnes de plus de 65 ans, c'est-à-dire les jeux vidéo pour les jeunes, c'est-à-dire le temps passé sur les écrans, c'est-à-dire le temps passé assis au travail, c'est-à-dire le temps passé assis dans les transports, c'est-à-dire le temps passé assis à table, c'est-à-dire le temps passé assis dans le salon, c'est-à-dire le temps passé... Parce que si on cumule tout ça, ça fait beaucoup, on arrive à 7 heures, et là, vous avez des effets délétères. Par contre, d'un autre côté, on vous demande d'augmenter l'activité physique, le temps passé aux activités physiques. Alors, les recommandations, allez, on y va rapidement, parce qu'en santé publique, on a quand même quelques repères, c'est de faire donc une activité physique de type aérobique, c'est-à-dire endurance, c'est-à-dire qu'on utilise l'oxygène pour fonctionner, d'intensité modérée, d'une durée minimale de 30 minutes, 5 fois par semaine, et là c'est bien pour les plus de 65 ans, ou plus de 50 ans avec une pathologie. Donc vous voyez que la santé publique a mis les personnes atteintes de pathologies chroniques à peu près au niveau de quelqu'un de, on pourrait dire donc de santé normale, donc à l'âge de 50 ans pour 65 ans. Ou une activité de type aérobique d'intensité élevée, donc soit vous pouvez faire modéré. Qui dit modéré dit je peux parler en faisant l'activité, c'est à peu près, si vous voulez, l'élément qui peut calculer un petit peu le niveau d'activité. Mais si vous voulez faire une activité aérobique d'intensité élevée, vous pouvez réduire à 20 minutes 3 fois par semaine, mais surtout retenez qu'il faut faire des exercices de renforcement musculaire. Ça, si vous ne faites pas ça, c'est pas simplement les données cardiovasculaires qui comptent, mais c'est aussi les données physiologiques du muscle, contre-résistance, c'est-à-dire faire un petit peu d'haltère. Alors vous pouvez prendre des petites haltères à 2-3 kilos, au fur et à mesure, vous faites ce que vous voulez, donc voilà. Mais travaillez, faites des mouvements. Et en plus, pour les personnes de 65 ans et plus, c'est des exercices de souplesse. Moi j'avais, chez certains patients, quand j'étais en médecine générale, quelques assiettes où on marquait « les raideurs se déplacent ». Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce genre donc, de petits amusements, de souplesse et d'équilibre. Et là, c'est primordial. C'est un tout. C'est pas je fais simplement que mes 20-30 minutes d'activité 5 fois par semaine. Donc, l'objectif du renforcement musculaire en sport santé, puisque là on est sur un programme de santé publique, c'est lutter contre la fonte musculaire, parce que plus vous ferez d'exercices en résistante, moins le muscle se vieillira et se dénaturera. Améliorer les capacités respiratoires, donc on a bien compris qu'il y avait aussi un mouvement donc de la cage thoracique avec la respiration, réduction du cholestérol, réduction du diabète et une meilleure endurance au fil du temps. Bon, les exemples, renforcement des abdominaux, les renforcements des lombaires, renforcement alliant force musculaire des coordinations. Donc, on insiste bien sur la notion donc de travailler sur un équilibre. Et un postulat en santé publique pour personnes de plus de 65 ans, c'est plus on avance en âge, plus la récupération doit être supérieure au temps d'exercice. Vous faites un exercice de 30 minutes, vous faites 45 minutes de récupération. Vous donnez du temps. Il n'est plus question de croire qu'on récupère en 10 minutes pour refaire une activité.
Les exercices d'équilibre et de souplesse, c'est des travaux sur position, donc sur les positions, sur des parcours. Donc vous savez, on peut prendre une ligne et puis marcher le long de la ligne, tout au long de la ligne. Un travail de coordination, des jeux d'adresse, des sports d'adresse, des programmes de flexion, assouplissement des temps, des activités intellectuelles. On n'en a pas cité tout à l'heure, mais effectivement, vous savez que l'échec fait partie du ministère des Sports, donc les jeux de cartes, non. La course d'orientation, oui. Alors, comment procéder? Parce qu'en fait, on se dit, c'est bien beau, le docteur, il nous a dit qu'il faut bouger, moi je fais pas grand-chose, moi j'en fais beaucoup. Alors, pour ceux qui sont déjà actifs, c'est-à-dire, je suppose, parmi vous, une grande majorité, il faut continuer son activité, voire l'accroître pour atteindre un niveau des 150 minutes, voire plus. Sachant que quand on va au-delà des 150 minutes par semaine d'activité modérée, on n'a pas un gain exceptionnel, mais on gagne encore un tout petit peu. Restez sous contrôle du médecin traitant. N'oubliez pas, et ça a été dit à plusieurs reprises, que le médecin traitant, qui est celui qui vous suit dans le parcours en santé, j'ai bien compris, madame la présidente du CIS, donc en santé, c'est-à-dire qu'en fait, il est là pour la visite médicale, le contrôle de la condition physique. Alors nous, en médecine du sport, on parle plus de contrôle donc de la condition physique, suivi donc des paramètres de santé, comme le pouls, la tension artérielle. Donc le médecin généraliste, le médecin traitant, est un élément incontournable pour vous aider à continuer l'activité physique, comme il est un élément incontournable pour vous aider à reprendre l'activité physique. Encourager la pratique en collectivité, oui, c'est mieux. On discute de tout et de rien, on se regroupe, on s'amuse, on a des éléments, et sans oublier d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée. Alors, comment procéder pour ceux qui n'ont rien fait? Qui disent, je suis un peu sédentaire, le docteur il m'a dit que c'était pas bon, que je vais peut-être mourir plus tôt, donc pour reprendre un petit peu le côté décapant de notre ami Vianney. Donc c'est du faire donc contrôler son état de santé, sa condition physique. Alors par un médecin, voire un médecin du sport. N'hésitez pas, il existe des services de médecine du sport, il existe des médecins spécialisés en la pratique sportive, il y a un service à Orléans de médecine du sport, allez les voir pour dire dans quelles conditions je suis. On m'a dit qu'il fallait que je reprenne, mais j'arrive pas trop à me situer dans ma condition physique. C'est important, on vous fera des tests qui permettront donc de voir quelles sont votre condition physique et quelle progression vous pouvez avoir. Cherchez donc une contre-indication relative, c'est-à-dire si vous avez mal au dos, on ne va pas vous faire du parachutisme. Donc pensez que ce n'est pas forcément la meilleure des pratiques sportives qu'on puisse vous apporter. Recherchez une contre-indication restrictive, faire un bilan avec un électrocardiogramme. Qui n'a pas eu son électrocardiogramme? Si vous n'en avez pas eu, sortez tout de suite et téléphonez à votre généraliste pour que vous ayez un électrocardiogramme. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui ce ne soit pas un examen basique. Et souvent, l'auscultation donne l'impression de suffire, mais ce n'est pas vrai. On a donc un besoin de vérifier un certain nombre d'éléments. Veillez à un équilibre alimentaire, ça on l'a dit tout à l'heure. Fixez un niveau d'intensité, c'est-à-dire n'allez pas vous dire, oui, puisqu'on me dit qu'il faut faire une activité physique importante, intense, je vais courir tout de suite. Non, c'est prendre un risque donc d'être dans une situation de fatigabilité, dans une situation donc d'épuisement, dans une situation donc attention, on est progressif et avec une intensité modérée. Surtout à l'âge de 65 ans et plus. Savoir contrôler l'intensité, et je vous ai dit tout à l'heure qu'un des repères les plus marquants, si vous n'arrivez pas à discuter avec votre copine, c'est que vous êtes au-delà donc de vos capacités physiques, donc parler sans difficulté de tout et de rien. Alors l'actimétrie, donc on en a entendu parler tout à l'heure, le podomètre. Alors le podomètre, moi je dirais qu'il soit connecté ou pas connecté, moi j'en ai un, il est connecté, je ne sais pas si mon assurance va vérifier dedans, mais j'arrive à 10 000 pas, mais il faut dire que j'en fais pas mal. J'ai l'impression d'être un petit peu, des fois, en dessous. Mais attention, le nombre de pas ne suffit pas. C'est-à-dire, vous faites 4 000 pas, mais vous avez fait 3 heures de cheval, ou vous avez fait la piscine, par exemple, et vous avez fait une dépense énergétique. Et donc, cette dépense énergétique a des équivalents pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas le chiffre en tête, mais 1 heure de piscine, ça équivaut à 3 000 pas. Donc, vous rajoutez 3 000 pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça peut être une unité de mesure.
À la fois une unité de mesure de la condition physique, parce que si vous ne dépassez pas 500 pas par jour, vous êtes carrément très inactif, mais ça peut être aussi une unité de contrôle de la progression de votre condition physique. C'est-à-dire que si vous passez de 500 à 2000, à 4000, à 6000, eh bien vous pouvez voir effectivement une progression et votre condition physique est meilleure. Donc c'est à la fois un diagnostic, une aide au diagnostic, mais aussi une aide donc au suivi. Les carnets et les questionnaires, donc c'est très important pour ceux qui font du sport santé dans des clubs. Souvent, on vous donne un carnet pour voir l'activité que vous faites, son intensité, la durée, et voir la répétition, parce que il y a d'autres systèmes. Le cardiofréquencemètre, donc vous savez, c'est des appareils qu'on situe donc souvent au niveau du thorax. Ils sont eux aussi connectés. Les GPS, parce que donc, alors là, on touche beaucoup à la liberté de chacun. Donc, et les autres, les montres et les iPhones, tout ça. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut, alors je sais bien qu'il y a une controverse au risque de se faire un petit peu surveiller par une assurance, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines assurances, comme Generali, a dit que si vous donniez vos nombres de pas par jour, eh ben, ils vous feraient des cadeaux. Donc vous voyez qu'ils ne peuvent pas vous baisser la cotisation, parce que je crois que c'est illégal, mais ils peuvent vous donner des cadeaux. Alors, favoriser le côté ludique. Pas question de faire de l'activité physique d'une manière comme un forçat. Il n'est pas question de se souffrir et d'être victime. Donc, type activité, fonction des goûts et des possibilités. Bon, pensez qu'il faut du temps, pensez qu'il faut un équipement aussi. Donc, j'invite quand même, pour ceux qui n'ont pas de basket, d'acheter des choses de sport s'ils veulent faire de l'activité physique. Proposer 2 ou 3 activités pour pas lasser, oui, parce qu'en fait, d'une certaine manière, bon, on fait une activité, on fait un parcours, et puis on se dit, on peut faire du vélo, on peut faire de la marche nordique, on peut faire de la natation. Varier un petit peu les activités, c'est toujours plus intéressant et ça stimule un petit peu. Mobiliser le corps entier, il n'est pas question de faire qu'une partie du corps. Activité à faible risque traumatique, on fera de la marche, on fera du vélo, on fera donc de la natation. Le vélo à assistance électrique, oui, mais attention, ça va vite, il faut savoir freiner au bon moment. Puisqu'il y en a beaucoup qui ont cru que ils n'ont pas rendu compte de la vitesse à laquelle ils allaient. Et ne pas donner des objectifs inaccessibles, n'allez pas vous mettre Alors elle doit être non traumatique, progressive, vous comprenez pourquoi, personnalisée, parce qu'il n'est pas question de dire que l'activité de l'une est la même que l'autre, raisonnée, régulière, ça a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire une activité pendant 1 mois et puis après dire ça me fera un bénéfice pour 10 ans. Non, si on ne continue pas, il y a une perte donc de ce bénéfice, et une activité faible à modérée suivant les capacités, c'est-à-dire une activité en toute sécurité. En club, oui, je suis du ministère des Sports, je vous invite à aller rejoindre les clubs. Alors, voilà la fameuse prescription. La fameuse prescription de la loi, donc, de l'article 144 de la modernisation de notre système de santé, dont on parlait tout à l'heure, qui dit que le médecin traitant peut prescrire de l'activité physique suivant la condition de la personne et suivant, donc, en évitant tout risque médical. En fait, voilà ce qui se passe. On pourrait dire que vous avez le médicament à droite, là-bas, et vous avez donc en face le sport. Eh bien, on pourrait dire qu'au nom du médicament, c'est la nature ou le type de sport. Moi, je fais du tennis. Bon. La posologie, oui, je fais une intensité modérée, voilà. Donc voilà, c'est comme si on prenait un comprimé, un bêta-bloquant pour la tension. On est à 1 comprimé ou 2 comprimés, suivant ce qu'on a besoin. La durée des séances, donc c'est la durée du traitement. Voilà, donc on fait ça à vie, comme les autres médicaments d'ailleurs, souvent. La prise, donc la fréquence de prise, donc c'est la fréquence des séances, et le contexte, c'est le contexte de pratique, dehors, dedans, voilà, donc en groupe ou pas en groupe. Voilà. Et donc il y a un suivi de prescription sous contrôle d'efficacité et des effets indésirables, parce que si on prend qu'un médicament. Alors, voilà ce qui est sorti de la loi. Un décret, alors là je vous demande de le regarder, mais de dire que vous ne l'avez pas vu, parce qu'il s'agit quand même d'une fuite du ministère de la Santé, si je parle comme ça, et donc je ne voudrais pas avoir des problèmes avec mes collègues du ministère de la Santé. En fait, on se pose la question, qui fera quoi? Parce que si on dit que dans la loi, l'activité physique est bonne pour la santé, pour les gens qui sont en maladie, et en particulier maladie chronique, ça veut dire qu'en fait, une maladie chronique, il n'y a pas 2 patients de la même manière, et puis il y a des maladies chroniques graves. Dans la même maladie, il peut y avoir des états graves et des états peu graves.
On peut avoir un diabète à 1,10, 1,20, voilà, puis qui se corrige un peu avec l'activité. Donc cela, on dira que c'est un niveau donc minime. Et puis il y a ceux qui sont sous insuline et qui ont des systèmes donc de traitement. Alors, vous voyez qu'on va se soucier dans cette loi de voir qui a des limitations, qui a une limitation minime, qui a une limitation modérée et qui a une limitation sévère. Alors nous, au milieu sportif, donc on se situe, vous voyez ici, les éducateurs sportifs, les bénévoles. Donc vous voyez qu'ici, on ne sera pas concerné s'il y a une limitation modérée. Et si une limitation sévère, on ne sera pas concerné non plus. Ça sera du rôle des enseignants en APA, c'est-à-dire les UFR STAPS, c'est l'enseignement supérieur. Les ergothérapeutes prendront en charge les limitations sévères et les limitations modérées, et les masseurs kinésithérapeutes aussi. Ici, on a les spécialistes du mouvement. Ici, on a les spécialistes de la science et des techniques de l'activité physique. Et ici, on a les spécialistes de la pratique sportive. Donc, vous voyez, pour que chacun ait sa place, eh bien, il y aura des niveaux des niveaux, donc, pour chaque professionnel. Comme ça, on se trouvera bien au niveau, donc, de la sécurité, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vous ai montré ça parce que tout à l'heure, on avait le dynamomètre, mais moi, j'ai quelque chose d'encore plus barbare. Regardez, c'est ce qu'on appelle la VO2 max, mais n'empêche que une VO2 max, vous pouvez la pratiquer à partir de 60 ans. Moi, j'en ai fait une, là, il y a une quinzaine de jours. C'est pas quelque chose d'inaccessible pour les personnes de plus de 60 ans. Voilà la courbe. Bon, on va passer. Des conseils de bon sens pour finir, Madame Thur. Donc, une alimentation équilibrée avec des apports glucidiques, maîtrisés, protéiques et lipidiques adaptés. Attention, il faut respecter les régimes, mais il ne faut pas faire de régime restrictif, parce que, attention au régime sans sel, aux restrictions hydriques, diététiques pour les diabétiques, certes, et les insuffisants rénaux, oui, mais attention de ne pas être trop excessif, il faut savoir garder raison afin donc de ne pas dégrader son état de santé, éviter les carences, souvent c'est la vitamine D et la vitamine C qui font défaillance à l'âge de après 65 ans, en veillant à une hydratation régulière, suffisante, adaptant à l'intensité de l'effort et les conditions climatiques, avant et après l'effort, en évitant la sensation de soif, c'est un élément primordial. La protection face au risque du soleil, chapeau, lunettes, crème, tout ça. Protection face à la chaleur, l'hydratation donc par voie générale et aussi par la peau. Vous savez qu'il faut donc se pulvériser. L'équipement adapté à la pratique, pas partir donc avec des tongs si on veut faire de la marche nordique. Donc un équipement adapté à la personne et à la discipline. Et attention, la fatigue, c'est un risque qu'il faut important, c'est un élément important pour préciser les difficultés. L'épuisement, c'est au-delà de la fatigue, c'est-à-dire que ça nécessite un autre traitement. À la traumatologie, donc les fractures de fatigue, les entorses, les luxations, la déshydratation, les crampes. Donc bonne préparation physique, récupération physique. Il faut savoir nager pour les activités aquatiques. N'allez pas vous mettre à la piscine sans avoir fait au moins quelques qualités de brasse. Et attention aux zones sensibles du corps, l'arthrose du genou, la fragilité du dos. Nous avons un groupe important donc de fédérations sportives qui se sont mis à disposition des personnes qui ont donc besoin d'activité physique avec une maladie. Donc c'est la fédération de la retraite sportive, la gymnastique volontaire, l'athlétisme, l'haltérophilie, le PMM, c'est le sport pour tous, l'aviron, le tennis et bien d'autres. Et pour les personnes en situation de handicap, le sport adapté. Voilà, donc soyez convaincus que tout ça, c'est une nécessité. Je passe vite parce que c'est un petit peu des redites. La dénutrition favorise l'apparition de la dépendance, on l'a entendu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir. Ne nous trompons pas, dénutrition, c'est un état pathologique. La malnutrition, c'est la conséquence d'une alimentation mal équilibrée. Et on parle de sous-alimentation et de suralimentation. Attention au régime trop strict, ça a été dit tout à l'heure. Le bilan énergétique donc diminue, mais pas forcément. Les besoins, diminuent, mais pas forcément. Et parmi les causes de la diminution de la prise alimentaire, pensez à la lassitude de préparer les repas, les mauvais états dentaires, les prises de médicaments, les diminutions de la perception du goût. Voilà donc des besoins suffisants en protéines. C'est pas parce qu'on est personnes âgées qu'on n'a pas besoin d'apports protéiques. Des apports en protéines pour les muscles,
en calcium et en vitamine D. C'est les produits laitiers qui restent encore les mieux absorbés. La vitamine D synthétisée par le soleil, hein, donc il y a aussi un certain nombre d'aliments. Hein. Et la pathologie, donc les problèmes pathologiques donc, du vieillissement, c'est l'inactivité, les addictions. N'oubliez pas hein, que les méfaits donc, des addictions telles que le tabac, l'arthrose, la canicule, on a su en 2003, mais je crois que les médicaments avaient leur part, hein, la chute, la dénutrition, la sarcopénie, la dépression, le diabète et les escarres, et puis donc d'autres pathologies que je cite ici, sans oublier les pertes de l'audition, la DMLA et autres. Donc voilà hein, ce que c'est que la sarcopénie, hein, c'est cette évolution, donc vous voyez le normal et le sarcopénique, hein, donc l'ostéoporose, c'est cette os qui se fragilise par des alvéoles à l'intérieur. L'arthrose, la fracture du col avec ces traitements. Et puis si vous avez donc besoin de trouver une activité physique adaptée à votre âge, en voilà une. Et si vous manquez d'espace, en voilà un autre. C'est le mien, c'est celui que je vois tous les jours quand je suis chez moi. Merci.